Un nouvel épisode de Manger, le podcast qui nourrit le corps et l'esprit. Pour ce 3e épisode, on va bien évidemment parler de nourriture, mais aussi d'émotions, en essayant de comprendre pourquoi nous les mangeons. Parce que oui, les émotions, ça se mange. Je me rappelle par exemple de l'un de mes premiers chagrins d'amour, quand j'avais 15 ans. Mes copines de l'époque, qui me voyaient mais au fond du gouffre depuis des semaines, avaient organisé une intervention d'urgence chez moi pour me remonter le moral. Elles avaient rassemblé tout ce qui pour elles était censé me faire aller mieux. Du vernis à paillettes, des films des années 90 et un énorme pot de glace à la vanille. Maintenant que j'y repense, elles avaient pensé ça comme un kit, comme une sorte de trousse de secours pour cœur brisé, au sein de laquelle la glace trônait en reine incontestée. Comme si pour effacer ma tristesse, la solution la plus rapide était de me gaver d'un truc gras et très sucré. Comme si un craquage alimentaire pouvait apaiser les émotions violentes et négatives que je ressentais. Pour cet épisode, on a donc essayé de comprendre ce que ça voulait dire de manger ces émotions. Pourquoi est-ce qu'on les mange ? Comment on le fait ? D'où ça vient ? Et est-ce que ça nous fait vraiment du bien ? Pour répondre à ces questions, qui mêlent alimentation et émotion, on a donc eu l'idée de collaborer avec Émotion, un autre podcast de Louis Média, animé par Cyrielle Bedu, et que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Salut Cyrielle. Salut Lauriane. Comment tu vas ? Ça va, je suis très contente d'être là. Bienvenue dans Manger. J'adore manger. De mon côté, je suis allée à la rencontre de la psychologue spécialisée dans les comportements alimentaires, Brigitte Ballandras, à Paris. Et Cyrielle a posé plein de questions à la docteure en neurosciences, Cécile Bétry, à Grenoble. Le résultat, c'est cet épisode de Manger un peu spécial qu'on a fait toutes les deux et qui est bien évidemment déjà collector. Il a commencé chez moi, dans mon salon, devant des paquets de chips, du saucisson et plein d'autres trucs à grignoter. Je m'appelle Lauriane Meulière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Salut, ça va ? Oui. Merci. Entre. Pour manger. Bah ouais. Je suis pas là depuis très très longtemps, mais tu verras, les placards sont absolument pleins. Trop bien. C'est là qu'on va se rendre compte du niveau d'obsession de moi et la bouffe, quoi. Ah mon Dieu. Donc, faut expliquer, quand on ouvre ton placard, il y a plein de boîtes de plein de tailles différentes, hyper belles. C'est très fancy et c'est trop stylé. Ouais, mais c'est vrai que du premier abord, ça fait un peu genre, ah ouais. Et où est le saucisson Dans le frigo, évidemment. En plus, non mais toi, tu sais pas, mais j'en ai ramené un qui est écrasé, cendré. Genre, il est rond un peu, on dirait un camembert, mais tu sens que c'est du bon saucisson. Ouais. Et il m'a dit, je suis le seul charcutier français à faire du saucisson tapé. Il appelle ça. En gros, c'est une boule de saucisson, il tape dessus. Et ça fait une... Ouais, c'est comme ça. Et il y en avait du poivré, du cendré, du pimenté et du classique. Et j'ai pris le cendré. Ouais, je propose que je te montre, moi, ce que j'ai acheté. Ouais, vas-y. Qui est du coup un peu industriel, mais c'est vraiment genre... C'est vraiment ma comfort food. Mais c'est quand même le truc de base. C'est le Pringles, la boîte de Pringles. Donc là, c'est la boîte, la grosse boîte. Ouais. Parce qu'il y a les petites de voyage moi, aussi. Je prends plutôt les petites, en fait. Parce que je sais que si je prends la grosse, je vais la finir. J'ai envie de pleurer. Mais surtout Il est tellement bon. Mais surtout que, genre, le slogan des Pringles, pendant longtemps aux États-Unis, je sais que ça a été When you pop, you can stop, ou un truc comme ça. Genre, dès que tu l'ouvres, tu peux pas t'arrêter, et c'est trop ça. Voilà. Moi, quand je mange mes émotions, je mange des Pringles. Après avoir parlé de ce qui fonctionnait pour nous en matière d'alimentation et d'émotion, je suis allée à la rencontre de Brigitte Ballandras, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans les conduites alimentaires. En 2004, elle a fondé l'association Affect et Aliments et a même inventé un mot, alimental, la contraction des mots alimentation et sentimental. On dit qu'on mange ses émotions parce qu'on n'est pas en mesure de les exprimer. On les avale, on les étouffe
par le biais de la nourriture, mais elles sont pas à ce moment-là dites, elles sont tues. Brigitte Ballandras a 55 ans, les cheveux châtains, mi-longs. Elle me reçoit au siège de son association, dans le 1er arrondissement de Paris. C'est un bel appartement haussmannien, avec du parquet au sol, des fauteuils partout, des tables basses. On s'y sent bien. C'est ici qu'elle anime des ateliers psychothérapeutiques, avec son association. Par groupe de 7 ou 8 personnes, ils y abordent les difficultés affectives et émotionnelles liées à l'alimentation. Nous nous sommes assises et nous avons parlé. D'abord, j'ai voulu savoir quels étaient les moments où l'on était le plus sensible face à la nourriture. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie durant lesquelles on serait plus sensible au lien entre alimentation et émotion et donc plus sensible au fait de modifier notre conduite alimentaire ? Oui. Toutes les phases en fait de transformation, de séparation, individuation, enfin de passage en fait. La période de l'adolescence est une période de grande vulnérabilité. La période où on quitte son foyer, une période d'individuation, enfin la majorité, enfin quand on quitte ses parents. La période les périodes de rencontres amoureuses. Les séparations affectives, le mariage éventuellement peut avoir un impact affectif. La grossesse, la période où on devient parent, toutes les périodes de transition, la ménopause pour les femmes, c'est aussi une période très importante. C'est des modifications à la fois physiologiques et affectives, où on passe d'un stade à un autre de maturité en fait. C'est des périodes de séparation. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là d'un point de vue de notre gestion des émotions ? Elle déborde ? En fait, c'est des deuils, c'est des passages qui amènent des conflits et des douleurs et des joies. Et donc, c'est pas simple. Et c'est à ce moment-là que la béquille alimentaire peut se mettre en place. Ce que je comprends, avec ce terme de béquille alimentaire, c'est que la nourriture peut parfois servir d'appui dans les périodes les moins stables de nos vies. Le passage à l'âge adulte, une rupture, un deuil. On se met alors à manger pour compenser. Mais du coup, est-ce que ça marche vraiment ? Alors, la nourriture, oui, peut servir de point d'appui pour aller mieux. Ça peut être une nourriture de réconfort. Enfin, il peut y avoir une restauration trouvée dans la prise alimentaire, avec un plaisir lié à la prise alimentaire. Certes, mais la nourriture n'est pas notre seule source de plaisir. Du coup, j'ai voulu demander à Brigitte Ballandras pourquoi on avait tendance à choisir spécifiquement la nourriture pour faire passer une émotion négative. Qu'est-ce qu'on va trouver dans des friandises, par exemple, que n'apporterait pas l'alcool, le sport, le chant, la danse ? Dans le choix de la nourriture, il y a une consistance, il y a un toucher en bouche et quand les capacités de réplétion sont dépassées, il y a cette douleur au niveau des parois abdominales. Et c'est comme une contenance qui s'exprimerait dans quelque chose de concret, que le moi n'a pas les capacités de gérer au niveau émotionnel. Donc c'est comme un ancrage dans le corps d'une sensation et qui permet de prendre appui dessus pour aller mieux, on peut dire. Pour essayer d'aller mieux. On réalise donc que si on se tourne vers la nourriture quand on a des coups de moins bien, c'est parce que notre estomac est un contenant et que quand il est plein, notre corps et notre esprit ont la sensation de prendre appui, de s'ancrer dans le concret. C'est ce que l'on appelle la sensation de réplétion. On comprend donc mieux pourquoi, quand les émotions nous dépassent, on se jette sur un pot de glace, mais surtout qu'on le termine. Mais on peut basculer aussi dans des conduites qui nous font du mal et qui nous détruisent quand c'est associé à un déplaisir, à une douleur. Et quand les émotions sont trop fortes et que l'impulsivité alimentaire déborde les capacités de contenance. À ce moment-là, la restauration, elle est détruite en fait par cette force destructrice. Si on regarde autour de nous, en fait, on mange tous nos émotions, à des degrés différents, propres à chacun et fluctuant selon la période de notre vie ou les événements qui la traversent. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est sain et quand est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la pathologie ? Je pense qu'il y a des personnes qui ont été bien
bien nourris entre guillemets sur le plan affectif et dont on a valorisé l'expression de leurs émotions et qui sont à l'aise pour exprimer leurs ressentis et le partager et le communiquer. Après, en fait, ça devient embêtant pour les personnes quand elles n'ont pas les moyens, en fait, d'exprimer leurs émotions et qu'elles ont dû mettre en place des mécanismes de défense très importants, où le corps a pris le relais en termes de cuirasse. Parfois, les personnes s'apaisent un peu avec l'alimentation, mais elles ont des émotions, en fait, qui débordent leur capacité contenante, tellement elles ont une hypersensibilité à leur environnement et aux autres. Et elles vivent dans une souffrance importante. Bon, ça renvoie à des histoires affectives avec un maternage qui quand même a fait défaut, avec des carences dans l'enfance, voire des empiètements. Des bébés ou des petits enfants qui n'ont pas été respectés dans leur intégrité ou physique ou affective. Ils vont s'équilibrer par le biais de l'alimentation, tenter, en fait, les conduites alimentaires sont des tentatives de guérison et de restauration par les personnes pour éviter des dépressions plus sévères. Et donc, c'est des mécanismes, c'est des tentatives de guérison pour tenir debout et pour pas rester dans son lit. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que manger ses émotions est assez commun, certes, mais que ça peut aussi dériver vers des conduites pathologiques, avec de vrais troubles du comportement alimentaire. Cela se produit lorsque les émotions débordent et que l'on n'arrive plus à les endiguer ou à les contrôler. Moi, j'entends aussi ce que vient de dire Brigitte Ballandras, que certaines personnes mangent sans avoir faim de façon pathologique, parce qu'elles ont connu des défaillances affectives importantes, et que la nourriture est donc pour elles le meilleur moyen de gérer leurs émotions, de reprendre le contrôle. Seulement moi, j'ai pas l'impression d'appartenir à cette catégorie de gens. Même si je sais qu'il peut m'arriver parfois d'avaler un petit paquet de chips ou de manger de la charcuterie, par ennui ou par énervement. Et est-ce que ça t'arrive? Moi, ça m'arrive justement avec ces petits formats de mini saucissons, de petites chips, etc. Genre des fois d'être chez moi, c'est l'hiver. Je suis chez moi, j'ai pas faim. Je regarde une série ou genre n'importe quoi, juste je lis et je me dis j'ai envie de chips. Genre là maintenant il me faut des chips. Je comprends. Mais je sors de chez moi, c'est-à-dire que je m'habille. Tu vois, je suis en pyjama, je suis tranquille. Quelle est la température extérieure? Extérieur 0, tu vois. Vraiment, tu vois, je suis chez moi, il y a rien qui m'oblige à sortir. Je sors de chez moi et je vais à l'épicerie en bas et je m'achète des chips. Mais ah ouais, comme si l'épicier était ton dealer. Ouais. Ah ouais. J'ai tellement honte. Genre, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, ce n'est pas normal. Et surtout, je me respecte même pas. J'ai même pas genre un sac pour cacher l'arme du crime et tout. Genre, je me promène dans la rue avec mon petit truc de Pringles et les gens me jugent. Je sais pas. C'est comme si je me flagellais, tu vois. Mais c'est quand t'as des angoisses ou c'est... Bah non, c'est juste... En fait, j'ai jamais trop analysé. J'ai l'impression que c'est de l'ennui, mais il y a peut-être autre chose. En y pensant, quand j'étais petite, il y avait toujours des trucs gras de ce genre à grignoter à la maison. Ma mère en achetait tout le temps un peu, avec des boissons, au cas où quelqu'un passerait peut-être. J'ai jamais trop su. En tout cas, il y en avait toujours, et je sais que même si j'en mangeais pas tous les jours, des fois, le dimanche, quand je m'ennuyais, j'avalais un de ces trucs. Ça m'arrivait aussi après mes cours de gym, quand j'avais été agacée par ma prof. Mais est-ce qu'à ces moments-là, je mangeais forcément pour combler un vide? Ou est-ce que ça voulait forcément dire que j'étais dans un mal-être profond? Pour le savoir, je suis allée à Grenoble rencontrer Cécile Bétry. Elle est docteure en neurosciences et aussi endocrinologue, spécialisée en nutrition. Elle m'a expliqué pourquoi ça faisait du bien de manger ses émotions. Et elle m'a dit que c'était possible de le faire sans que ce soit pathologique. D'après elle, cette pratique est même présente très tôt dans nos vies. Si on reprend l'histoire de vie d'un être humain, quand il naît, alors certes, il va manger quand il a faim, le petit bébé, il va manger quand il a faim, il va s'arrêter de manger quand il a plus faim, mais déjà, le fait de nourrir, ça a trait aux émotions.
C'est un moment de partage qui va être agréable pour des parents ou des personnes qui vont nourrir le bébé. Et le bébé, il va, dès ces instants-là, va prendre du plaisir parce qu'il y a aussi du lien qui se crée à ce moment-là. Donc finalement, dès le début de notre vie, et le fait de manger a fait appel à des émotions. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on grandit, le fait de manger, d'avoir des repas, ça a trait aussi au côté social. Il y a plein de signaux qui vont brouiller notre prise alimentaire et où des émotions, elles vont être là à tout moment. Et bien sûr, il y a aussi toute la dimension familiale. On mange aussi, on a des repas de famille, des plats de la grand-mère, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a encore des plats qui font appel à des souvenirs très importants. Heureusement qu'on a du plaisir à manger finalement, et des gens qui ont plus de plaisir. Moi, j'ai pu en rencontrer parce qu'ils avaient des problèmes de santé qui faisaient qu'ils avaient plus de faim, plus d'envie de manger. Et du coup, le moment du repas, c'était pas du tout un moment agréable. Et c'est très difficile de se nourrir dans ces conditions. Mais quand on voit, par exemple, des pathologies comme l'anorexie mentale, quand on mange pas et qu'il n'y a pas de plaisir, ou il y a même l'inverse, une angoisse à l'idée de manger, ça conduit à des résultats très, très compliqués. Donc c'est normal, en fait, que la nourriture et les émotions soient associées. Et on peut donc aisément comprendre pourquoi, quand on va un peu moins bien, on a tendance à se rassurer en mangeant des aliments qui font pour nous office de doudou. Que ce soit quand on mange un bon plat, qui nous rappelle celui que nous faisaient avec amour nos grands-parents, ou des chips, qui nous remémorent les après-midi passés à regarder des dessins animés dans l'appartement de notre enfance. Mais qu'est-ce qui se passe du coup dans notre cerveau à ces moments-là ? Quand on mange ces aliments doudous, qui, il faut se l'avouer, ont souvent en commun d'être particulièrement gras. Pourquoi est-ce que notre cerveau préfère ces aliments au brocoli, par exemple ? En fait, il y a des circuits au niveau cérébral qui vont être activés notamment par le sucre et qui vont vraiment avoir un effet anxiolytique. Alors, tout le monde ne va pas être sensible de la même façon à l'effet du sucre comme effet anxiolytique, mais il y a des personnes qui se sont construites avec ça et qui ont finalement trouvé ça pour calmer leur anxiété. Et moi, ce que je dis parfois à mes patients, c'est que c'est peut-être pas si mal d'avoir trouvé le sucre pour calmer son anxiété. Parce que peut-être qu'il vaut mieux de temps en temps aller manger quelque chose de sucré plutôt que de se droguer ou d'être vraiment très très malheureux. Et sur de sucré, ça a vraiment été quelque chose qui a été identifié assez tôt dans les recherches en neurosciences, et notamment une étude qui est assez célèbre où on mettait des animaux, des rongeurs, et ils pouvaient avoir soit de la cocaïne, soit du sucre, et on s'est rendu compte qu'ils préféraient avoir du sucre, probablement parce que l'effet cérébral était encore plus intéressant que l'effet de la cocaïne. Et puis plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a d'autres aliments qui ont aussi des effets cérébraux et que finalement notre cerveau il est capable de sentir tout ce qu'on mange aussi on va les digérer. Ensuite il va y avoir le passage des aliments dans le sang et des signaux qui vont être envoyés au cerveau, et notamment sur des aliments gras. On a pu mettre en évidence que les aliments gras allaient avoir un effet au niveau cérébral, aussi un effet de plaisir. Et à ma connaissance, ça a surtout été mis en évidence sur le gras et sur le sucré. Je suis pas sûre que vraiment sur des aliments salés en tant que tels, il y ait cet effet. C'est plutôt le côté gras et sucré qui va être gras et salé, ou sucré qui va être intéressant, voire gras et sucré. Dans l'alimentation, si on veut diviser en deux, il y a une part qu'on appelle homéostatique, qui est vraiment le fait de se nourrir pour satisfaire ses besoins nutritionnels, notamment ses apports caloriques et ses apports en protéines. Et d'autre part, une part hédonique à l'alimentation, donc ce que vous appelez manger ses émotions, mais qui est une part nécessaire. Et du coup, dans ce circuit, quand ce circuit se dérégule, et il peut probablement être dérégulé par les aliments gras et sucrés. Ça, c'est une autre des hypothèses actuelles, c'est de dire que l'épidémie d'obésité, elle a trait au fait qu'aujourd'hui, on est finalement très souvent confronté à des aliments avec une densité calorique qui est très très riche, qui n'existait pas auparavant, qui est vraiment quelque chose de très récent. Et intuitivement, on peut se dire qu'on est câblé pour aller vers ces aliments-là, parce que quand on était à un moment où il fallait courir pour aller récupérer sa nourriture, on avait intérêt
à aller vers des aliments qui avaient la meilleure densité énergétique pour économiser son énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un corps et des gènes qui ont été sélectionnés dans ce but-là, dans le but d'avoir le meilleur rapport, on va dire, travail-dépense pour aller chercher l'aliment et apport énergétique. Et aujourd'hui, on est un peu à l'inverse. Donc, on a une génétique qui n'est pas adaptée à ça. Du coup, c'est une zone qui va nous pousser à aller chercher les aliments gras et sucrés, probablement parce que d'un point de vue évolutionniste, c'était un besoin pour la survie de l'espèce. Des personnes qui étaient capables d'aller chercher ces aliments gras et sucrés parce qu'elle leur apportait plus de plaisir, ont été les personnes qui ont été sélectionnées, alors que manger des haricots verts qui apportaient pas beaucoup de calories, d'un point de vue évolutionniste, c'était pas très intéressant parce que ça nécessite beaucoup d'énergie pour des apports caloriques qui sont faibles. Pour garantir notre survie, notre cerveau a donc tendance à nous pousser à manger des aliments plutôt gras, avec un apport énergétique important. Si on mêle à ça l'envie qu'on peut parfois avoir de calmer nos émotions avec des plats qui nous rappellent des moments doux de nos vies, on peut donc tout à fait comprendre pourquoi beaucoup de gens, dont moi, sont souvent tentés de manger leurs émotions. Mais qu'en est-il des autres ? Ceux, en très bonne santé physique et mentale, qui n'ont plus envie de manger quand ils n'ont plus faim, même quand ils sont tristes ou qu'ils s'ennuient. Qui sont ces gens qui ont l'air de ne pas manger leurs émotions ? Quelqu'un qui est capable de manger quand il a faim et de s'arrêter de manger quand il est à satiété, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion quand il mange. Ça veut juste dire que quand il a la sensation de satiété, du coup, manger lui apporte plus de plaisir. Il y a une expérience qui est assez intéressante aujourd'hui avec les données qu'on peut avoir en imagerie avec des IRM. On avait fait manger à des sujets de poids normaux et des sujets qui avaient une obésité un aliment qui était dense en calories, un aliment qui apporte du plaisir. Mettons un milkshake par exemple. Et on a vu que chez les sujets qui avaient un poids normaux, quand ils avaient mangé le milkshake, et après si on leur en redonnait, ça n'avait pas activé les zones du plaisir. Par contre, les sujets qui ont une obésité, ces zones, elles vont être activées quand ils consomment des milkshakes pour la première fois de manière moindre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de plaisir à manger. Et du coup, ils vont continuer à manger pour essayer d'avoir ce degré de plaisir. Donc finalement, il faut pas avoir l'idée que les personnes qui ont un comportement alimentaire où elles sont capables de se réguler n'ont pas de plaisir. C'est juste que dans leur cerveau, on va dire qu'il y a pas, le système n'a pas été perturbé par tout un tas de raisons. Et du coup, les signaux qu'ils leur envoient les aident à stabiliser, à avoir un poids stable parce qu'ils savent s'arrêter de manger quand ils ont plus faim. Et quand vous dites perturbé par tout un tas de raisons, c'est des raisons psychologiques ou autres ? Oui, alors il peut y avoir des raisons sociales. Par exemple, quand on a toujours dit à un enfant tu quitteras pas la table tant que tu n'auras pas fini de manger ton assiette, il va s'habituer à dépasser sa satiété et à plus être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Le fait de faire des régimes et des régimes restrictifs, ça va aussi complètement brouiller les cartes. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un régime, après, il va être très en difficulté pour être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'une façon, il a déconnecté sa faim et sa satiété pour être dans quelque chose de plus cognitif, qui fait trait à l'intelligence, où il va lire, ok, aujourd'hui, je dois manger 400 kilocalories, et il y a écrit, ou 1000 calories, ou 1500, mais dans mon régime, il y a écrit qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc, il va complètement sortir de ses sensations alimentaires. Et un régime, c'est pas tenable sur la durée. Donc, le moment où on arrête le régime, on est complètement perdu. Notre cerveau peut donc être brouillé par tout un tas de comportements sociaux qui nous empêchent souvent de savoir si lorsqu'on continue de manger, on le fait parce qu'on a faim ou par pure gourmandise. Quoi qu'il en soit, le fait de manger quand on n'a pas faim mène à un profond sentiment de culpabilité. On a mangé plus par envie que par besoin. Et pour de multiples raisons qu'elle va nous expliquer, le docteur Cécile Bétry nous invite pourtant à dédramatiser. C'est pas tant la culpabilité qui va nous faire grossir, mais c'est le fait que quand on est dans la culpabilité, on va beaucoup moins être à l'écoute de sa faim, de sa satiété, et on va avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires, et après culpabiliser encore plus, donc se restreindre. Quand on se restreint, notre corps, il déteste qu'on se restreigne de manger parce que lui, il a besoin de calories et de nutriments en permanence. Donc s'il n'y en a pas, il va envoyer des messages très forts au cerveau pour lui dire « Non mais là, il va falloir aller chercher de la nourriture ».
Et du coup, au moment où on va plus pouvoir tenir, parce qu'on peut pas tenir sur de la restriction sur le long terme, parce que on meurt si on arrête de manger. Donc, il y a plein de signaux qui sont très très forts au niveau du cerveau pour nous faire manger. Et puis à ce moment-là, on va manger de manière trop importante par rapport à sa faim, parce qu'on a été en restriction pendant un moment. Et ça, c'est vraiment... et c'est quelque chose qu'on peut voir sur quelques jours, où je me restreins, et puis je mange trop, et puis je me restreins, ou à l'échelle d'une vie, avec des périodes de régime, et puis des moments où on se remet à manger, parce que, encore une fois, les régimes, c'est pas tenable. Ah, quand même! On se rend donc bien compte ici, avec la docteure en neurosciences Cécile Bétry, que plusieurs mécanismes se mettent en route pour contrer une pulsion alimentaire liée à une émotion. On va d'abord la refouler, donc souffrir, puis craquer et se culpabiliser, donc souffrir. Alors qu'un rapport plus apaisé à nos émotions nous permettrait de grignoter de temps en temps, en évitant les restrictions trop extrêmes, et donc des craquages trop extrêmes eux aussi. Ce serait cool qu'on se mate cette fameuse scène de Bridget Jones où elle est juste en dépression. Et c'est vraiment Bridget qui m'a introduite au monde de Ben & Jerry's. Avant, je connaissais pas, tu vois. Ouais. J'étais ignare de la crème glacée. Et grâce à Bridget Jones, il y a eu un shift dans ma vie. Et j'ai compris ce que c'était, quoi. Attends, cette scène est ouf. En préparant cet épisode, avec Cyrielle, on a tout de suite pensé au film culte Bridget Jones et on a eu envie d'en revoir un passage. On y voit Renée Zellweger, alias Bridget, se rouler dans sa couette, crème glacée en main, en plein désert amoureux. Et oui. Dans une sorte de couette. Ouais, elle se promène avec sa couette et ce Ben & Jerry, c'est ouf. J'avais même pas vu qu'elle avait des Doritos Combo. en plus. Ah là là. Le combo sucré-salé, quoi. On aime. Bon, même si on adore Bridget Jones, les comportements qu'elle adopte dans le film ne sont pas anodins. Ils donnent l'impression que pour aller mieux, la nourriture est un passage incontournable. J'ai donc demandé à la psychologue Brigitte Ballandras si ce type de représentation, très ancrée dans la pop culture, pouvait influencer nos comportements à nous, dans la vraie vie. Et la réponse est oui. Moi qui suis de la génération 90, j'ai pas vu un seul film ou une seule série dans lequel les jeunes femmes, souvent, se consolent en mangeant compulsivement de la glace ou du gâteau au chocolat le jour où elles se font larguer. Est-ce que de voir ce type de représentation, même si elles sont caricaturales, influe ensuite sur notre manière de gérer nos émotions et nos prises alimentaires ? Ça a une influence sur les stéréotypes de genre qui sont associés culturellement à nos conduites. Donc oui, ça peut avoir une influence. En se disant qu'on peut imiter, que c'est autorisé, que c'est ce qui est attendu. Enfin, je pense que les médias ont une influence sur les comportements. Ce que nous dit Brigitte Ballandras, c'est que non seulement les films, séries, émissions de télé ou articles de presse nous influencent, mais qu'ils ont aussi tendance à genrer nos conduites alimentaires. C'est notamment parce que l'on voit des Bridget Jones s'enfiler des pots de glace en pleurant, qu'en tant que femme, on va être plus tenté de l'imiter, en se disant que c'est socialement autorisé, puisqu'on la voit faire à la télé. Et ça va même plus loin. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à croire que les femmes, quand elles craquent, se jettent majoritairement sur tout ce qui est sucré. De la glace, des bonbons, des gâteaux. On voit rarement des films où les femmes dévorent des steaks frites, des carpaccio de bœuf et du fromage. Et quand c'est le cas, il s'agit en général de productions plutôt récentes, souvent féministes, qui cherchent à montrer la réalité, plutôt qu'à idéaliser ce que devrait être une femme. C'est d'ailleurs ce que va me confirmer Brigitte Ballandras. Il y a eu comme une dichotomie entre sucré-salé. On a mis les femmes vers le sucré et les hommes vers le salé, comme si les aliments carnés, en fait, ou les aliments pimentés, enfin, tout ce qui concerne le salé était du côté des hommes et le sucre du côté des femmes. Et du coup, ça va être la première fois que tu connais un peu. Enfin, t'as déjà vu des bouts, mais je sais pas du tout quoi il s'agit, quoi. food. Et c'est trop drôle parce que du coup, ça veut dire que les séries et les films, ça marque vraiment nos imaginaires en termes de consommation de nourriture. Et je pense notamment à Friends. Et vraiment, l'image de la personne mangeant du salé tout le temps, c'est Joey avec ses pizzas où il mangeait tout le temps. I still love Chandler. Heard you say it once in a while.
Donc là, c'est l'épisode de Thanksgiving, je crois. Okay, also, just so you know, Et Monica, elle a fait la plus grosse dinde du monde. D'ailleurs, les dindes sont toujours énormes aux États-Unis. this is Chandler's chicken. This is the turkey. Mon Dieu, mais c'est énorme. C'est énorme. Et il la mange en entier. Mais non! Il n'a plus faim. Et du coup, là, il va prendre un pantalon spécial élastique pour pouvoir finir. Non! Avec une sorte de poche exprès pour la bedaine, quoi. Pour pouvoir manger en entier. Those are my maternity pants. No, these are my Thanksgiving pants. Et il bouffe tout. C'est un fou. Il y a Brad Pitt dans cet épisode. Voilà. Et à la fin, il a encore faim. Depuis longtemps, enfin, il y a des travaux d'historiens sur ces questions. Au niveau des friandises chez les femmes associées aux douceurs de l'enfance et à la place des femmes dans la société. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le monde ne se divise pas en deux au niveau des goûts. On oublie l'acide, l'amer, d'autres saveurs, le gras aussi, l'onctuosité du gras, toutes les consistances, le croquant, enfin, donc il y a une complexité du goût et notre bisexualité psychique font qu'on peut être sucré-salé. Et il y a des femmes qui sont plutôt salées, il y a des hommes qui sont plutôt sucrés. Voilà, ça dépend de notre expérience alimentaire en fait dans la petite enfance. Les goûts évoluent aussi avec le temps, en fonction de son âge. Et en fonction de ce qu'on mange, on va avoir des seuils de perception différents des saveurs. Donc notre profil, je dirais, gustatif va évoluer selon nos expériences gustatives et nos découvertes. Avec ce que dit Brigitte Ballandras, on comprend que les représentations très genrées que l'on voit dans les films, des femmes qui mangent sucré pour faire passer leur chagrin, en gros, sont des caricatures, et qu'il s'agit en réalité d'une vision elle aussi genrée de la société. Et maintenant que j'y pense, je réalise que si l'on a été abreuvé de ce type de représentation dans les années 90 et 2000, c'est aussi parce que c'était le boom des comédies romantiques, dans lesquelles on voyait des femmes, souvent, essayer de gérer tant bien que mal leurs émotions. J'ai donc voulu comprendre pourquoi on faisait si facilement le rapprochement entre les femmes, les émotions et la nourriture. Et selon Brigitte Ballandras, c'est en grande partie influencé par la place que l'on assigne aux femmes dans la société, à savoir la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on associe beaucoup plus la nourriture et les émotions aux femmes ? Bon, c'est certainement lié à la place des femmes dans la société, où souvent on les ramène à la maison, autour du foyer, dans des activités de cuisinière ou de ménagère, où le frigo n'est pas loin. Alors que au niveau des garçons, en tout cas dans les modes d'éducation, il y a plus d'activités sportives qui sont favorisées, une expression plus vers l'extérieur de leur agressivité. Donc ça pourrait expliquer une part du retournement de l'agressivité des femmes sur leur propre corps. Je pense que quand même, là, le corps des femmes a toujours été associé à un aspect nutritionnel, de faire naître un autre être à l'intérieur de nous, et la place aussi de l'allaitement, du sein des femmes, de la place du maternage, et ça a à voir avec comment devient-on femme, comment devient-on mère. Donc c'est une question fondamentale sur la place du corps des femmes aussi. Donc, on ne peut pas répondre aussi simplement à cette question. Il y a une fréquence des troubles des conduites alimentaires chez les femmes qui est genrée, mais du fait de l'importance de la pression sur leur corps, mais les hommes aussi peuvent être gloutons, peuvent avoir des difficultés avec leur comportement alimentaire, sauf qu'on en parle moins, et ils en parlent moins, et ils l'expriment moins. Mais il faudrait s'y intéresser aussi. Je pense qu'il y a une dimension culturelle au niveau de la place des émotions chez les hommes, où c'est beaucoup moins accepté qu'ils puissent les exprimer. Et ils vont avoir beaucoup plus de mal à reconnaître une souffrance associée à leurs problèmes alimentaires et à pouvoir accepter d'en témoigner ou de s'appesantir dessus. Où ils vont avoir des addictions autres
qui sont plus valorisés chez eux culturellement. Enfin, mais les femmes aussi vont vers ces addictions aussi. Je pense à la cigarette et à l'alcool. Brigitte Ballandras a raison. Si les femmes parlent plus facilement de la nourriture qu'elles mangent pour gérer leurs émotions, c'est qu'il est socialement mieux accepté pour elles de le faire. À titre d'exemple, les ateliers et groupes de parole qu'organise Brigitte Ballandras au sein de son association Affect et Aliments sont presque tous constitués de femmes. Nos goûts, plus que notre genre, ont donc une influence sur ce que l'on va manger en cas de crise émotionnelle. C'est pour ça que Cyrielle, comme moi, qui sommes des femmes et préférons largement le salé au sucré, on choisit souvent du saucisson, du fromage, des rillettes ou des chips, vous l'aurez compris. Ce qui m'a amené à me poser une autre question. Quel rôle joue le marketing dans nos pulsions alimentaires ? Comment se fait-il que l'on se tourne, souvent, vers des aliments très caloriques et très marketés ? Les chips, les barres chocolatées, les sodas, tout un tas de produits qui n'existaient pas vraiment avant l'ère industrielle, et donc la publicité. Il ne faut pas négliger les propositions du marketing qui, tous les jours, fabriquent des produits nouveaux. Donc, ces propositions alimentaires vont aussi influer les consommations des mangeurs. Comment est-ce que le marketing réussit à nous faire croire que manger tel ou tel produit va nous rendre plus heureux ? Ils réussissent à travers le nom qu'ils donnent à certains produits, le choix des couleurs. Ils font tout un travail en fait qui ont une influence en fait sur nos comportements. Ils sont très très forts en psychologie et ils ont souvent une avance sur les consommateurs et même sur les experts. Ils réussissent à faire croire à la magie du produit et à l'importance de leur consommation. La crème glacée, en plus c'est très américain. Tu vois, j'ai l'impression qu'en France, ouais, on mange des glaces, mais le pot de crème glacée, tu vois, même nos pots de crème glacée à l'ancienne, c'était genre le pot, la laitière, pas du tout sexy. Oui, pas du tout un pot. Pas du tout un pot, mais c'est ouais, comme les cafés, tu vois. Genre eux, ils avaient Starbucks et nous, genre, on avait un café au comptoir, pas du tout instagrammable. Et bah eux, ils avaient le pot de crème glacée Ben & Jerry, le pot de Häagen-Dazs et tout. Et c'était pas très, je sais pas, tu pouvais pas mettre la cuillère un peu ronde là pour faire les boules. Donc c'était vraiment juste pour mettre une cuillère à café et manger ça dans ton lit, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment via les séries et tout que c'est rentré dans mon imaginaire. J'étais pas très sucrée et c'est vraiment en voyant ces séries et en voyant des ados se goinfrer de ces trucs-là quand ils allaient mal que je me disais, ouais, bah en fait, c'est normal, ça fait partie de la routine de la fille dépressive, tu vois. Alors qu'en fait, pas forcément. Encore une belle journée et il va bientôt arriver l'ami Ricoré. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, par exemple, la Ricoré, où on associe ça à un petit déjeuner heureux, en famille, tout le monde sourit, spontanéité. Vraiment, c'est des valeurs familiales qu'on associe à un produit qui est juste, voilà, une sorte de poudre qu'on rajoute dans son lait, quoi. Oui, tout à fait. C'est des trouvailles comme les céréales du petit matin. Il y a plein de conceptions de produits avec des associations d'idées, d'émotions, d'ailleurs, de joie, de convivialité, d'harmonie, un idéal en fait qui est proposé et où on trouverait à l'extérieur de soi en fait ce qui nous rendrait heureux à partir d'un nouvel objet de consommation. Ce que décortique Brigitte Ballandras, c'est qu'avec le marketing et la publicité, on va avoir tendance à associer certains produits alimentaires à des émotions positives. La Ricoré, c'est la famille. Les chocs à pic, c'est l'enfance et l'énergie. Ce sont justement ces émotions positives que l'on va essayer de retrouver en les consommant. Moi, par exemple, j'ai longtemps ressenti cette ambivalence avec les céréales de petit déjeuner, que j'avais tendance à manger sans pouvoir m'arrêter quand j'étais encore étudiante. Factuellement, je savais que ce n'était pas bon pour la santé, que c'était grosso modo du gluten et du sucre. Sauf que mes Chocos, mes Cheerios et autres Coco Pops, je les mangeais quand j'étais petite aussi. Et que pendant des années, j'ai lu derrière la boîte des aventures, j'ai fait des jeux, j'ai découpé des cartes qui m'apprenaient des choses. Résultat, quand je me gavais de céréales, je me sentais coupable, mais pas trop. Parce que pour moi, des Miel Pops, c'était profondément associé à des souvenirs et des émotions positives. Pour finir,
Je me suis demandé s'il existait des astuces pour éviter justement que s'établisse cette connexion entre nos émotions et ce qu'on mange. Il faut réussir à faire une pause. On perçoit ces sensations corporelles. Et faire une pause, être attentif à soi-même, c'est un travail de longue haleine, d'être une bonne mère pour soi. Une bonne mère pour soi, c'est parfois compliqué. Et donc l'astuce, c'est de respirer un bon coup et de accepter de percevoir une douleur affective. Pour cela, effectivement, il faut qu'elle soit pas trop forte pour pouvoir l'accueillir, ou sinon l'exprimer sur une feuille de papier, téléphoner à une bonne amie, enfin accepter d'accueillir l'émotion. Je pense que quelqu'un qui a un poids stable et qui finalement a un certain équilibre comme ça, c'est peut-être pas si problématique. Quelqu'un pour qui c'est un problème parce qu'effectivement il y a une prise de poids continue ou parce qu'il y a un mal-être, parce que ça engendre un mal-être d'utiliser la nourriture pour calmer des émotions négatives. Ça peut se travailler avec des diététiciennes comportementalistes qui sont formées justement au travail sur les sensations alimentaires. L'idée, c'est de pouvoir mettre des mots. Parce que souvent, quand déjà on est conscient que par moment on mange sans faim, mais on mange pour calmer ses émotions, en général, on a déjà une grosse partie du problème qui est réglée. La difficulté, c'est quand on n'a pas encore été capable de mettre des mots dessus. Et là, c'est finalement le médecin. Si quelqu'un nous sollicite pour une prise en charge du poids, nous, ça fait partie de notre interrogatoire d'essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui fait manger les gens. Je sais pas pour toi, Lauriane, mais ce que j'ai entendu dans cet épisode m'a rassurée sur ma tendance à manger mes émotions, que ce soit avec des chips ou avec du saucisson. Bah ouais, je suis assez d'accord. En fait, on n'a pas tellement besoin de culpabiliser. C'est une sorte de soupape ou la fameuse béquille de Brigitte Ballandras. Ça peut aider. En plus, c'est ce que je me dis, mais si ça influence pas négativement ta santé, y a pas de quoi se priver, quoi. De toute façon, c'est un peu notre cerveau qui contrôle tout, donc... Merci. Ah mais attends, mais moi je m'arrête pas. Dis ça, ça me rappelle quand, justement, parce que j'ai toujours eu un truc avec le saucisson. Et avant, donc là j'ai un saucisson normal et tout, mais avant je prenais de la saucisse sèche, tu sais, ça fait une sorte de U. Et je me souviens quand j'étais étudiante, je me gavais de saucisson, donc de saucisse sèche en U et de bol de céréales. Et ma limite, c'était de me dire, je mange tout le saucisson que je veux, mais je m'arrête au virage. Et là, tu vois, je mangeais comme ça, je mangeais et j'arrivais au virage, je me disais, c'est bon, t'as mangé la moitié d'une saucisse sèche, on se calme. Et tu tenais ? Bah, pas toujours. Enfin, la notion de virage était assez floue. C'est-à-dire que j'avais pas si c'était avant la boucle, au milieu de la boucle, ou est-ce que j'ai le droit de manger la boucle, et donc en fait, j'ai mangé les 3 quarts, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, en général, donc là, j'ai la grosse boîte de Pringles, donc spicy, parce que spicy. La vie, tu vois. Mais d'habitude, je les prends en petits, et tu vois, moi, là, j'ai acheté du truc industriel, mais c'est des petits saucissons, tu vois, des petits paquets, parce que je sais que sinon... C'est mort. C'est mort. Je mange tout, tu vois. Merci, Lauriane, de m'avoir aidé à comprendre ce que voulait dire manger ses émotions. Et merci à toi, Cyrielle, d'avoir fait la lumière sur la place des émotions dans notre alimentation. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Manger. Dites-nous quels sont les aliments qui vous aident à digérer vos émotions sur Facebook, Twitter et Instagram, @manger-podcast. Et n'hésitez pas à m'écrire @Lauriane avec 2 N, M-E. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires et surtout plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier. Nicolas Vert a fait la créa sonore. La prise de son et le mix ont été faits par Tristan Mazir et Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, il y avait Maureen Wilson avec Mélissa Bounoua. Wendy Lenéon a aidé au montage. Et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu. Je vous dis à dans 2 semaines.